Le livre de l'émir Abd al-Qader, suite. Les ouvrages sur les connaissances sont nombreux à cause de la diversité des vues des auteurs. Ils se divisent suivant leur importance en 3 classes. La première comprend les abrégés qui servent à rappeler l'objet important des questions. Ils sont utiles à ceux qui désirent se souvenir des choses et souvent à quelques commençants doués d'intelligence. La seconde comprend les compositions simples qui répondent aux abrégés qui sont utiles pour l'étude. La troisième comprend les compositions moyennes pour l'usage du plus grand nombre. Eu égard à son objet, la composition se divise en 7 sortes, comprenant tous les sujets qu'un homme savant ou intelligent peut traiter. Tantôt c'est un sujet dans lequel personne ne l'avait précédé et qu'il invente, tantôt une chose défectueuse qu'il complète, obscure qu'il éclaircit, un sujet trop long qu'il abrège sans rien réduire du sens, tantôt des choses disséminées qu'il réunit ou mêlées qu'il coordonne. C'est aussi une chose où l'auteur s'est trompé et qu'on corrige. Dans une composition, il est obligatoire de compléter le dessin qui a présidé à la confection du livre sans le dépasser ni le tronquer, et sans employer des expressions étranges, sauf dans les énigmes. Il faut que la composition soit conduite en ayant égard au degré de compréhension des contemporains et mise au niveau de leur esprit. Lorsque les esprits sont perspicaces, l'abrégé leur tient lieu du développé, et ils se passent de la clarté parce qu'ils peuvent eux-mêmes rendre lumineux le point obscur. Tout en tenant compte de l'état des esprits, il faut de rigueur leur découvrir et expliquer les choses avec un grand soin. L'habitude des auteurs est de mentionner au commencement de leurs livres ce qu'ils appellent les choses principales, telles que le but et l'intention de la composition. Les choses utiles vers lesquelles l'étudiant ou l'examinateur de l'ouvrage doit diriger son attention. Le titre qui indique l'objet à expliquer plus loin. Enfin, le nom de l'auteur pour qu'on apprécie sa valeur dans la science. Il y a diverses classes d'auteurs. Les uns exercent dans la science un empire souverain, leur instruction est complète, leur entendement perçant. La perfection de leur composition vient de la force de leur esprit, de la pénétration de leur pensée, de la droiture de leur intention. D'autres ont une intelligence vive et l'expression facile. Ils ont lu les livres et en ont extrait les perles qu'ils ont réussi à bien enfiler. Ces auteurs sont utiles aux commençants et aux esprits moyens. D'autres composent et rassemblent pour leur propre satisfaction et non pour l'utilité des autres. Cela n'est pas défendu, mais il est nécessaire que chaque auteur, lorsqu'il a fini sa composition, ne la laisse pas publier ni échapper de ses mains avant de l'avoir perfectionnée, mise soigneusement en ordre et relue attentivement. Il y a des personnes qui disent que l'homme, dans l'opulence, étant exempt des malheurs de l'espèce humaine, ne composera pas de livres ni ne fera de vers. On lit en note. C'est un fait constaté que presque tous les grands écrivains ont souffert plus ou moins des nécessités de la vie. Saadi dit quelque part que le parfum ne répand son arôme que lorsqu'il est broyé. Il ne faut pas conclure de là que l'artiste, l'écrivain doivent souffrir pour produire. Ce serait une impiété, comme dit Chateaubriand à l'égard de Gilbert. Il faut seulement constater le fait et espérer qu'un jour les écrivains pourront développer en liberté leurs facultés et ne sueront plus leurs pensées avec leur sang. Fin de note. On dit aussi « qui compose s'expose », c'est-à-dire qu'il tend le cou à la louange ou au blâme. S'il réussit, il se concilie les cœurs qui vont vers lui. S'il échoue, il sert de cible et s'expose à être lapidé et injurié. Lorsque le savant veut composer un livre dans une autre langue que la sienne et avec une autre écriture que celle dont il a pris l'habitude en naissant, il rencontre les plus grandes difficultés. Certes, je m'étonne et mon admiration est sans borne en voyant l'habileté des savants de France en cette matière. Dieu les a singulièrement doués de pénétration et d'intelligence, car les recherches relatives aux sciences n'ont lieu qu'à l'aide du sens des mots, et ce sens, il faut absolument le ravir par la connaissance des indications que fournissent les mots et les lettres. Lorsque l'on a parfaitement acquis la connaissance de la voie par où le sens des mots entre dans l'esprit, le voile tombe entre ce sens et l'intelligence qui doit le saisir.
Ce rapport du sens avec les mots et les lettres est le même dans toutes les langues. Il est reconnu que la langue est pour l'organe de la voix ce que l'écriture est pour la main. Or, lorsque déjà l'organe de la voix est habitué à parler une langue étrangère à l'arabe et que la main est faite à une autre écriture, on devient impuissant à la fois et dans la langue et dans l'écriture arabe. Lorsque l'habitude de pratiquer un art est déjà ancienne, il est rare que l'on puisse s'exercer avec succès dans un autre, à moins que la difficulté de parler ne soit pas enracinée, par exemple comme chez les enfants des fils des Arabes et des autres nations. Au commencement de l'islam, les savants de la nation musulmane ne s'occupaient pas de composition. Ils suivaient le chemin tracé par les premiers Arabes et se bornaient à retenir par cœur. Ils disaient « Si nous écrivions, nous nous occuperions d'écriture et nous délaisserions la mémoire. » Or, un accident pourrait faire perdre le livre et la science périrait avec lui. Ils disaient aussi « On peut ajouter au livre, y retrancher, y introduire des changements, tandis que ce qu'on retient par cœur est immuable. »